Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore faites dans le business ou autre et vers laquelle tu aimerais te tourner? Alors non pas que c'est parce que tu as 50 ans que ça doit changer, mais on va dire que voilà, pour se projeter un peu vers l'avenir. Pour l'instant, j'ai cofondé qu'une licorne. Ouais. J'aimerais bien en mettre une deuxième. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Avant d'aller plus loin, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à regarder les émissions sans être abonnés, alors je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour ne rater plus aucun épisode et puis surtout soutenir la chaîne, c'est super important. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité que vous avez forcément entendu parler tant il s'est imposé comme un incontournable dans l'écosystème. Vous l'avez vu soit sur les réseaux sociaux tant il est présent en ce moment ou bien à la télé. J'ai le plaisir de recevoir Eric Larchevêque. Bonjour Eric. Salut. Merci beaucoup de prendre le temps de venir répondre à ma question. Je te propose dans un premier temps de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et nous dire un peu donc qui tu es et d'où tu viens. Alors je m'appelle Eric Larchevêque, je suis ingénieur de formation mais j'ai toujours été entrepreneur. J'ai fondé une dizaine d'entreprises et la plus connue étant Ledger qui est une licorne française et le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Ouais. Et j'ai aussi, depuis quelques années, je fais de l'investissement et donc on m'a pu me voir effectivement à la télévision sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé. Ouais, tout à fait. Alors pour revenir sur tes études, donc effectivement tu as fait des études en sciences et plus particulièrement en informatique. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans l'entrepreneuriat à la sortie ? Alors, c'était pas du tout, l'entrepreneuriat à l'époque, c'était pas du tout quelque chose de commun. Ouais. Ce qui m'a convaincu d'aller dans l'entrepreneuriat, c'est, je pense, mon stage de fin d'études que j'ai fait dans un grand groupe et où je me suis rendu compte que j'avais aucune envie de travailler, en être un numéro et de pas vraiment avoir d'impact. Donc pour moi, il était clair que je serais plus heureux si je traçais ma propre voie. Ouais. Avec un copain de l'école, on avait découvert Internet, c'était vraiment les prémices. Donc on a vu des opportunités, on s'est dit qu'on avait tout ce qu'il faut pour se lancer. Et donc voilà, on a lancé la boîte avant même d'être diplômé. Ok, bah effectivement, à l'époque, c'était pas forcément monnaie courante. Et... Ah, pas du tout. On allait plutôt chercher un métier classiquement d'ingénieur que de se lancer là-dedans. Quelles ont été un peu les barrières à l'époque pour rentrer dans cet écosystème? Et aujourd'hui, c'est assez simple finalement de créer une activité. Comment vous avez pu vivre ça? À l'époque, les barrières étaient importantes puisqu'il y avait absolument aucune ressource, aucune aide, rien du tout. Et j'étais vraiment complètement perdu. Je savais même pas comment fonctionnait une entreprise. Ouais. Donc, j'ai dû me renseigner. Je pouvais pas chercher sur Internet parce qu'il y avait pas de ressources sur Internet. Donc, en fait, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller à la Fnac et puis j'ai trouvé un bouquin qui s'appelait la SARL. D'accord. Et, je l'ai lu, enfin je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai essayé de comprendre. J'ai écrit moi-même mes statuts, je suis allé au greffe, j'ai tout fait. Et pour dire à quel point je comprenais rien, c'est que je savais pas, en fait, par exemple, le capital de 50 000 francs, à l'époque c'était le minimum, 7 000 euros, je savais pas s'il était perdu ou si on pouvait l'utiliser. Donc vraiment, on nous avait rien appris de ce côté-là et donc j'ai vraiment dû apprendre en marchant et en le faisant. Ouais. Alors tu es passé par plusieurs industries, que ce soit de la monétisation de contenu ou même de l'immobilier, jusqu'à arriver aux crypto-monnaies. Ouais. Comment tu es arrivé à ce sujet qui, à l'époque, était émergent, on va dire, mais il n'y avait pas encore beaucoup d'acteurs. Ouais. Comment t'en es arrivé à cette industrie? Alors, c'était en 2013. Donc, je venais de vendre Prixing, qui devait être ma 6e entreprise. Et je cherchais donc la prochaine aventure. Je savais vraiment pas quoi faire. Donc, je recherchais un projet. Je lisais tout ce que je pouvais sur les news, sur TechCrunch, sur toutes les sources d'informations de l'époque. Et à un moment, à force de voir des articles sur le Bitcoin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprenais rien. Monnaie de l'internet, ça a un peu piqué ma curiosité. J'ai commencé à lire. Au bout de quelques semaines de lire et relire toutes les ressources, eh bien, ça a fait clic dans ma tête et je me suis dit que c'était l'avenir. Alors, tu as effectivement commencé par le Coin House. Donc, la maison du Bitcoin, à l'époque, c'était un lieu physique. Parce que la réalité, c'est que je ne savais pas quoi faire dans le domaine des cryptoactifs, enfin du Bitcoin, parce qu'à l'époque, il n'y avait que le Bitcoin. N'ayant pas d'idée précise, avec Thomas France, mon associé de l'époque, on s'est dit, on va ouvrir un lieu physique et puis essayer de prendre la parole sur le sujet, de faire venir du monde et le business model, c'était on espère qu'il va se passer quelque chose. Ouais, alors ça c'est marrant quand même de partir sur quelque chose de 100% digital et la première chose qu'on fait c'est d'ouvrir un lieu physique. Oui, alors c'était un choix en fait assumé puisque
que à l'époque, toujours maintenant, c'est une technologie qui est pas tellement comprise et qui faisait beaucoup peur. Qui avait une mauvaise réputation, et donc on s'est dit quoi de mieux que d'ouvrir un lieu physique pour prendre un petit peu le contre-pied et surtout de lui donner un nom complètement désuet, la maison du Bitcoin. C'est vraiment un dessein que j'avais choisi ce nom parce que il est vraiment inscrit très roots et pas du tout technologique. Donc c'était un choix assumé d'essayer de raccrocher le Bitcoin et sa technologie à quelque chose de finalement tangible et simple. Et quel était un peu l'accueil du public, de vos premiers clients? L'accueil était... les gens comprenaient pas. Ils rentraient, ils pensaient qu'on était une association, qu'on était même en fait... on faisait partie de la mairie de Paris, parce qu'on était en face du NUMA, qui est un peu un ancêtre des incubateurs. Donc il y avait des curieux qui rentraient et ils savaient pas pourquoi ils étaient là, nous non plus. Et donc j'expliquais à des centaines de gens le Bitcoin, le minage, etc. Il n'y avait pas vraiment de business model, quoi. J'avais juste le pressentiment que j'allais être là au bon endroit au bon moment. Ouais, bien sûr. Donc à ce moment-là, tu commences à réfléchir au prochain business que tu mettras en place, et donc Ledger. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans le hardware, une industrie que pour le coup tu n'avais encore jusque-là jamais adressée, sauf si je me trompe? Alors c'est en fait de rencontres. On avait ouvert la maison du Bitcoin pour justement faciliter des rencontres, et on a croisé la route de deux entreprises. Il y en a une qui travaillait dans le Bitcoin mais qui faisait plus du produit, ils vendaient des Bitcoins par correspondance, et une autre qui venait de l'univers de la carte à puce et qui avait développé le premier coffre-fort à base de cartes à puce pour se protéger des clés privées. Les trois boîtes, les trois équipes, on s'est bien entendu et on a partagé la même vision que si la crypto, Bitcoin se développait, on allait avoir besoin d'avoir d'infrastructures pour le protéger. Et la France étant un spécialiste de la carte à puce, et la carte à puce étant la seule solution possible pour sécuriser des données de ce type, bien on aura un avantage. Et donc on s'est réunis, on a fusionné les trois boîtes et on a décidé de se lancer effectivement avec une composante hardware, donc fabrication d'un produit, qui a été assez difficile à porter au début, puisque les VC, les fonds, les investisseurs en fait n'aiment pas du tout le hardware, et en plus couplé au Bitcoin qui à l'époque était très mal vu, c'était une proposition de valeur, on va dire, un petit peu déroutante dans l'écosystème parisien, quoi. Oui, et puis les coûts de recherche et développement sont tellement élevés, c'est des mois sans avoir de retour financier. Tout à fait. On avait besoin quand même de capitaux assez conséquents pour pouvoir avancer, et les débuts n'ont pas été simples. Et à ce moment-là, il y avait déjà des concurrents sur le marché outre-Atlantique? Alors outre-Atlantique non, il y avait un seul concurrent qui s'appelle Trésor, qui est tchèque, qui faisait du hardware mais pas basé sur du hardware sécurisé. Donc l'innovation que l'on amenait était vraiment le fait de tout construire autour de la carte à puce, qui sont en fait des microprocesseurs sécurisés. Qu'est-ce qui a fait que tu as senti du potentiel dans cette technologie et cet écosystème? C'est assez simple. Donc moi, j'ai d'abord été convaincu tout d'abord par le Bitcoin, qui a pour moi apporté deux révolutions. La première, c'est le fait d'avoir une technologie qui permet des échanges de manière décentralisée directement sur le protocole Internet. Et la deuxième révolution, elle est monétaire, le fait d'avoir une monnaie qui soit pas gérée par une banque centrale, mais par un algorithme et tout ce qui va derrière. Et donc ça, j'étais persuadé que ça allait vraiment apporter un changement majeur et radical dans la manière dont on considère finalement la monnaie et les échanges en ligne et les paiements en ligne. Et à partir du moment où j'étais convaincu de ce point, le corollaire, c'était qu'il faudrait une technologie, une infrastructure pour en assurer la sécurité, puisque la sécurité n'est pas centralisée dans des banques ou des tiers, mais distribuée auprès de chacun. Et donc, il faut des outils pour chacun des acteurs du Bitcoin et de l'univers général de la crypto. Et donc, j'avais aucun doute qu'en apportant des solutions solides basées sur une vraie techno, la carte à puce, on allait pouvoir développer un marché mondial sur lequel il y avait vraiment de quoi faire. Bien sûr. Donc, en parallèle de ces activités-là, tu poursuis dans l'innovation et tu décides d'apporter une solution donc à l'éducation et plus particulièrement au monde des développeurs qui aimeraient pouvoir faire des études un peu plus appliquées, donc en créant AlgoSup. Alors c'est arrivé un petit peu plus tard, en 2019-2020, mais effectivement, de par mes aventures entrepreneuriales, une des grandes difficultés qu'on rencontre et qu'on rencontrera toujours, c'est de recruter des développeurs. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas assez de développeurs, et une manière d'apporter en fait une réponse, c'est de créer des écoles, et tant qu'à faire, d'avoir des développeurs qui sont prêts à bosser en entreprise avec déjà toutes les attentes que l'on peut avoir. Donc c'est pour ça qu'avec Franck Jalin, on a créé AlgoSup, une école supérieure du logiciel en 5 ans, post-bac, qui forme vraiment des développeurs de haut niveau qui sont prêts à bosser directement en entreprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce milieu-là de l'enseignement ?
Pour moi, il était important de pouvoir redonner un petit peu une approche différente à l'enseignement de l'informatique et du développement en général, en essayant de montrer que être développeur, c'est avant tout être créatif et de prendre le contre-pied de l'image du geek, de la personne qui fait du code caché derrière son clavier, et que au même titre, par exemple, qu'on considère qu'un architecte, c'est pas juste quelqu'un qui fait des plans, c'est quelqu'un qui va vraiment apporter des solutions plus globales à des problèmes généraux, mais un développeur, c'est pareil. Et donc, on a une approche un petit peu différente, et à titre d'exemple, le concours d'entrée à l'école, c'est un jeu. C'est un jeu vidéo qui permet de montrer si on a l'état d'esprit pour être développeur. Il analyse pas mal de choses, et ce que l'on veut, nous, c'est que tout à chacun, même quelqu'un qui s'est jamais dit qu'il voudrait être développeur, parce qu'il n'avait pas forcément tout l'historique et l'aspect scientifique derrière. On peut notamment penser aux filles qui de base se dirigent pas là-bas. Eh bien, en simplement jouant à ce jeu, pourraient se rendre compte qu'elles ont bien le bon état d'esprit, le bon mindset, et qu'elles pourraient choisir cette carrière. Donc c'est vraiment ça l'objectif pédagogique qu'on a mis chez Algosup. Et justement, est-ce que ça remplit ses missions? Est-ce qu'il y a un pourcentage féminin assez développé au regard des autres écoles? Aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est équivalent aux autres écoles, c'est-à-dire qu'on a un pourcentage assez faible de filles. L'objectif, évidemment, c'est la parité. On fait beaucoup d'efforts là-dessus, comme tout le monde, mais on pense que ces efforts porteront leurs fruits à partir du moment où on présentera le métier de développeur comme un métier plus créatif, plutôt qu'un métier de geek. Je pense qu'on arrivera à nos fins. Ouais, bien sûr. Alors, pour ceux qui auraient pu rater, en tout cas ne pas te connaître via toutes ces activités-là, plus récemment, tu as donc rejoint l'émission Qui veut être mon associé, même maintenant, si ça fait plusieurs saisons. Troisième saison, là. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à un tel programme? Alors, c'est une opportunité, encore une fois, qui a été un peu le hasard, puisque le casting du programme a été lancé en, on va dire, 2018. D'accord. Et à la base, il cherchait plutôt des entrepreneurs investisseurs qui étaient dans la liste challenge, donc qui avaient quand même une certaine visibilité, des gens comme Fred Mazzella, créateur de Blablacar, ou Marc Simoncini, mythique. Moi, évidemment, j'étais pas dans cette liste et j'avais aucune raison de faire partie du casting, mais il se trouve que Pascal Gauthier, qui est aujourd'hui le CEO de Ledger et qui à l'époque en était le directeur général, avait entendu parler du programme et avait demandé au directeur artistique, Omblin et Jérémy, de venir le voir, parce qu'il était curieux, et donc ils ont accepté, parce qu'ils voulaient aussi rencontrer des entrepreneurs. Ils ont pitché le projet à Pascal, ça l'a pas trop intéressé, parce que bon, voilà, il s'est dit que c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et ils ont parlé de Ledger, il a expliqué que Ledger était cofondé notamment par Eric Larchevêque et donc moi. Et donc Jérémy, en fait, a dit, mais je connais ce nom, Eric Larchevêque, il joue au poker. Parce que j'ai eu une petite période de joueur de poker international. Et à ce moment-là, je passe devant son bureau. Pascal me fait signe, il me présente, et puis les autres me pitchent un peu le programme pour expliquer leur présence. Tout de suite, je comprends que c'est l'adaptation de Shark Tank en France, et moi je dis je veux en être. Donc j'ai pris le cahier d'Omblin, son stylo, et j'ai marqué mon nom, mon numéro de téléphone, et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la porte. Alors évidemment, au début, il m'avait pas trop casté parce que je suis pas connu, en plus je suis dans la crypto, donc il disait on comprend Eric, on va pas expliquer à Madame Michu, le Bitcoin c'est mort. Et donc au début, je suis arrivé en tant que remplaçant, et puis la chance aidant, un jour, Marc Simoncini a mangé des huîtres, il est tombé malade, je l'avais invité au resto et j'avais mis un peu de poison dans ses huîtres. Ça m'a laissé de la place et comme ça, finalement, de fil en aiguille, j'ai pu rentrer dans la première saison, j'en ai fait la moitié, ça s'est bien passé, puis je suis revenu ensuite en tant que titulaire, on va dire, dans la deuxième saison, puis la troisième et probablement la quatrième. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, sur le plan personnel ou plus sur la vision du business aujourd'hui et de ceux de demain? Je trouve que c'est vraiment un format, une émission qui met en avant l'entrepreneuriat, qui lui donne un petit peu ses lettres de noblesse auprès de la population française qui normalement ne connaît pas cet univers, qui leur permet de voir qu'un entrepreneur, finalement, c'est pas forcément le grand patron du CAC 40. J'espère et je pense que cette émission réconcilie un peu les Français qui traditionnellement sont assez opposés à argent, réussite, entrepreneuriat, en montrant que finalement, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde qui peut entreprendre et que ce sont vraiment avant tout des histoires humaines qui sont riches en émotions. Et j'espère aussi que ça crée des ambitions, que ça donne envie d'entreprendre. Et puis pour moi, c'est aussi l'occasion de rencontrer des entrepreneurs inspirants, d'investir dans des univers qui à la base m'étaient complètement étrangers. Et donc de me challenger à ce niveau-là et de vivre vraiment un tas d'aventures extraordinaires.
Ouais. Il y a une rencontre forte qui t'a marqué au cours de ces 3 saisons? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais surtout parler de Frédéric Douin, qui est un libraire qui était venu présenter dans l'émission un projet pour sauvegarder 1 million de livres de l'oubli. Donc, projet en tant que dans la French Tech, voilà, qui peut surprendre. Ouais, parce qui dénote. Alors, il y avait un peu de technologie, ce qui voulait les scanner, etc. Mais bon, c'est complètement à part. Et évidemment, au début du pitch, moi, je me disais, non, mais jamais je vais y aller, les vieux livres, moi, j'ai pas d'appétence. Et finalement, j'ai été pas mal touché par son histoire, par ce qu'il voulait faire. Ça m'a parlé, et j'ai aussi vu l'aspect business, puisque il y a quand même une valeur importante, en fait, dans les livres. Et donc, j'ai décidé de l'accompagner dans cette grande aventure, et je le regrette pas, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, avec qui j'apprends beaucoup de choses. Et le fait de travailler à la restauration de livres, de les sortir de l'oubli, etc., il y a une espèce de côté assez sympathique. Ouais. Alors, dans la continuité de effectivement cette présence médiatique, tu es désormais très présent sur les réseaux. Oui, assez vrai. Récemment. Tout à fait, j'ai décidé de m'y mettre un peu. Ouais, tu as notamment lancé ta chaîne YouTube il y a 1 mois quasiment, courant janvier 2023. Quel est l'objectif derrière tout ça ? Alors, j'ai eu tellement de demandes en saison 2 et encore en saison 3 de personnes, en fait, qui ont besoin d'aide et qui viennent vers moi, et pas que moi, aussi les autres investisseurs entrepreneurs du programme, pour finalement obtenir des retours sur leurs projets, des investissements, etc. Mais avant tout de l'aide, finalement, plus que de l'argent. Et moi, ne pouvant répondre à tout le monde, je me suis dit qu'il était... je pouvais pas à la fois faire le programme et ignorer tout ça, et je me suis dit qu'une bonne solution, ce serait de créer du contenu, d'essayer donc, par exemple, de faire une masterclass sur YouTube, qui est gratuite, en accès libre, donc c'est pas pour moi une opportunité de vendre quelque chose, mais plutôt d'apporter des réponses et de pouvoir aider. C'est aussi pour ça que je fais des lives, j'en avais aussi fait l'année dernière. Je reste 2-3 heures à écouter des dizaines d'entrepreneurs, et puis essayer de leur donner des conseils devant tout le monde, donc tout le monde peut en profiter. J'espère que c'est utile, mais c'est une manière pour moi de faire du give back un petit peu, parce que je vois qu'il y a tellement d'attentes que c'est une manière de pouvoir faire quelque chose. Et en plus, j'aime bien faire le partage d'expérience. C'est quelque chose qui me plaît aussi, sinon je ne le ferais pas. Ouais, bien sûr. Le podcast, c'est pas quelque chose que tu as envisagé jusque-là ? Non, de faire moi-même un podcast, non, parce que je pense pas que c'est un format que je serais capable d'animer correctement. Ça sort un petit peu de mon univers. Je pense pas, je suis pas journaliste, je suis pas en fait bon pour poser des questions, en tout cas dans ce domaine-là. Je pense que je vais me limiter vraiment aux questions d'entrepreneuriat. Je pense que le bon format, c'est les lives que je fais, parce qu'on est vraiment dans le pragmatique et on voit beaucoup de sujets. Donc non, il y aura pas de podcast Éric Larchevêque. Enfin bon, quoi, il faut jamais dire jamais. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est pas l'ordre du jour. Ouais, bien sûr. Alors, je suis allé très vite sur ton début de carrière, mais en fait, tu as quasiment toujours travaillé en tant que ton propre patron. Ouais, toujours. Dès la sortie d'école, tu as créé tes entreprises, et notamment, tu les as quasiment toujours toutes cofondées. Oui. Ce qui est assez notable. Jamais seul, oui. Si tu devais recommencer un projet from scratch, basé sur ton expérience, qu'est-ce que tu referais ou non ? Je pense que je referais exactement pareil. Parce que... Alors, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai jamais eu d'échec retentissant. Parce que parfois, on me demande, alors c'est quoi ton plus grand échec ? Et en réalité, j'en ai pas. Alors évidemment, j'ai fait des erreurs à gauche, à droite. Je dis pas que j'ai pris que des bonnes décisions et que je suis parfait, mais j'ai pas connu, en fait, cette espèce d'arc de l'entrepreneur qui réussit, puis qui perd tout et qui se relève qui renaît de ses cendres. J'ai jamais eu, en fait, d'aventure aussi dramatique. Et finalement, quand je regarde mon parcours, tout ce que j'ai fait, à chaque fois, je me suis éclaté. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir. Je suis pas sûr que je changerais quelque chose, parce que finalement tout est une suite, et à chaque fois je suis arrivé à faire quelque chose parce que avant ça a créé des opportunités, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir joué au poker a permis de faire la connexion pour qui veut être mon associé. J'ai beaucoup d'aventures et d'histoires comme ça, et donc je pense que je ne changerais rien. Puis surtout, je sais pas, si je revenais 25 ans en arrière avec les connaissances, je pense que le jeu serait complètement biseauté, et donc probablement je referais pas la même chose, mais je suis pas sûr que je réussirais, parce qu'en fait finalement j'essaierais d'appliquer des recettes piquées aux autres que j'ai vu fonctionner, puis surtout j'attendrais qu'une seule chose, c'est que le Bitcoin arrive. et voilà, et donc non, je pense pas que ce serait, je veux pas, en tout cas j'aimerais pas retourner en arrière, en fait. T'as surtout capitalisé sur les différentes expériences qui sont arrivées au fur et à mesure. Et surtout j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à ce que j'ai fait, et donc pour ça je le changerais pas. Alors, quand tu es arrivé sur un marché aussi innovant qu'est la crypto-monnaie, mais peut-être sur tes business antérieurs finalement, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de l'imposteur ? Jamais. Ça, c'est un syndrome que je connais, pour le voir chez certains de mes collaborateurs, mais moi,
Je ne pense pas l'avoir jamais eu, non pas parce que je me crois au-dessus des autres, mais parce que en fait j'ai plutôt une sorte d'inconscience. D'accord. J'ai un peu réfléchi à tout ça et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait parce que j'ai une forme d'inconscience et que je me rends pas compte des choses. Par exemple, je me suis expatrié, je suis dans différents pays. À chaque fois, j'arrive dans le pays, je me dis tout est possible. En fait, quand on sait pas que c'est impossible, on le fait. Et donc, je me mets pas de barrière. Ouais. Je mets pas de barrière inutile parce que j'ai une sorte de naïveté peut-être et donc j'avance et je me pose pas trop de questions. Ça c'est vrai, je me pose rarement trop de questions et je pense que ça finalement c'est un avantage de pas trop intellectualiser parce que si on intellectualise et qu'on va avoir la réponse à toutes les questions, on s'en sort pas. Effectivement, on se crée le syndrome de l'imposteur parce qu'on se rend compte qu'au final on sait rien, alors que si on se pose pas trop de questions et qu'on y va avec l'instinct et puis la volonté de bien faire et d'y arriver, ça passe. Ouais, bien sûr. Alors, maintenant que tu as un pied dans l'enseignement, c'est peut-être un sujet sur lequel tu as déjà réfléchi, mais est-ce que tu as dû désapprendre certaines choses qu'on a pu t'inculquer, soit dans ton éducation ou à travers effectivement les adages et croyances que tu as eu quand vous avez amorcé cette époque de l'entrepreneuriat à ta sortie de l'école et que tu as dû remettre en cause pour continuer et faire émerger de nouveaux... Alors c'est une bonne question. Je pense que j'ai plutôt dû remettre en cause peut-être la doxa qui était que j'étais destiné à aller bosser dans des grands groupes et que aller entreprendre c'était quelque chose de bizarre. Ouais. C'est plutôt le fait de devoir aller à contre-courant et de pas trop écouter ce que les autres disent. Parce qu'à titre d'exemple, dans le Bitcoin, on m'a beaucoup dit ne pas y aller, de pas le faire, que c'était une connerie, que j'allais me griller, etc. Et donc, c'est plutôt ça, en fait, que j'ai dû peut-être pas désapprendre, mais ignorer. Ensuite, sur le reste, non, parce qu'en fait, j'ai toujours considéré qu'à l'école, j'apprenais à apprendre. Et donc, je suis resté toujours assez flexible et souple dans mon approche des choses. Et j'ai pas dû me déconstruire en tant qu'entrepreneur pour repartir. Donc, non, je crois pas que j'ai dû désapprendre quoi que ce soit. Ouais. Je pense pas. Pour quelqu'un qui est en cours d'études ou quelqu'un qui veut tout simplement se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais quelque chose à partager que toi tu referais si demain tu devais lancer une activité? Alors forcément aujourd'hui tu as un réseau, tu capitalises sur une grosse expérience. Bien sûr, c'est très différent. Déjà la première chose, le premier conseil, et c'est le premier conseil que j'ai reçu en fait en ouvrant du reste, quand je parlais tout à l'heure de la Fnac et du fait que j'avais acheté un bouquin, la première chose que j'ai lue en ouvrant, en voyant la 3e page du livre, c'est savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Et ça c'est le premier conseil que j'ai reçu et qui a complètement finalement dirigé le reste de mes aventures d'entrepreneur. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'entreprendre seul, c'est difficile. Alors évidemment que c'est possible, il y a plein d'entrepreneurs qui entreprennent seuls et tant mieux, force à eux. Mais moi, j'en suis incapable et j'ai toujours cherché à m'associer avec des personnes. Et donc, moi, c'est ce que je recommande, de trouver là ou les bonnes personnes pour pouvoir s'associer parce que l'entrepreneuriat, c'est très difficile, très compliqué. Et tant de fois, j'ai été sauvé par mes associés qui pouvaient reprendre le relais quand j'allais pas. Et donc, pour moi, c'est un peu une évidence. Donc, c'est vraiment chercher à s'associer en évitant évidemment les mauvaises associations. Non, c'est facile à dire, mais une mauvaise association peut tuer complètement le projet. Et donc, ne pas y aller seul. Ouais, ça, sinon, c'est beaucoup de souffrance et de solitude. Est-ce qu'il y a un pattern, ou en tout cas un écueil commun que tu as pu relever dans Qui veut être mon associé sur les entrepreneurs qui venaient pitcher un peu leur projet? Ah oui. Oui, bien sûr. Les entrepreneurs ont tous une tendance à valoriser leur entreprise de façon assez délirante, ou en tout cas qu'ils l'adaptent pas au contexte actuel. Notamment, on a pu le voir en 3e saison, il y a eu beaucoup de discussions et de recadrage sur des valos stratosphériques, on va dire, alors qu'aujourd'hui, et même à l'époque du tournage, en tout cas, on était dans un environnement économique avec des liquidités moins disponibles et donc la capacité de valoriser les entreprises plus faible. Bon, ça, c'est normal qu'un entrepreneur veuille valoriser au maximum, mais c'est vrai que oui, ça c'est ouais, bien sûr, c'est un peu c'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que c'était le cas de 80% des projets présentés qui venaient avec des valos complètement délirantes. Ouais. Et alors pour les entreprises dans lesquelles tu as pu investir et donc aujourd'hui accompagner, quelles sont un peu les premières recommandations? Est-ce que bien sûr que ça doit différer de l'avancée du projet, de où ils en sont et de la maturité du marché, mais est-ce qu'il y a un peu des choses qui ressortent, qui reviennent régulièrement et quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'au regard de ton expérience, tu arrives à apporter, que ce soit en structuration?
Alors, c'est difficile d'arriver avec un regard général parce que là, je dois avoir une quinzaine de lignes qui doivent venir de qui veut être mon associé. En fait, ce qu'il y a vraiment tous en commun, c'est que lorsqu'on est là pour les aider, c'est plutôt vraiment de les aider à réfléchir, d'être un miroir, d'avoir un rôle qui vient les rassurer, à leur donner confiance. Parce que souvent, les entrepreneurs ont déjà la réponse à leurs questions, ils doutent. Ouais. Et le fait d'avoir quelqu'un qui soit déjà passé par là et qui peut les aiguiller, les aider, est très important. J'ai rarement un rôle à changer la stratégie de l'entreprise, à aller complètement revoir les choses. Ça peut arriver sur des éléments bien précis et ponctuels, mais vraiment le rôle que j'ai va être d'être plutôt une présence solide qui va leur donner la confiance nécessaire pour aller dans la bonne direction. Ouais, je me doute. L'accompagnement, c'est super important et je pense que c'est ce que, au-delà d'un investisseur, c'est ce que viennent vraiment chercher. Ouais, tout à fait. Et souvent, on remarque que dans les pitchs ou dans les demandes, ils veulent un investisseur qui soit présent. Ils veulent pas juste un chèque. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui puisse les aider dans toutes les décisions, dans tous les choix au cours de leurs aventures. Est-ce que tu peux voir une tendance qui se dégage dans l'écosystème et dans les industries qui tendent à développer de plus en plus de projets en ce moment, en tout cas les projets du futur auxquels tu crois Alors, chaque année a ses propres tendances. Ouais. Donc, il y a eu la crypto, ensuite le Web3. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle avec ChatGPT et tout ce qui est finalement IA générative. Ouais. Je ne sais pas quelle sera demain. Donc, il y a vraiment des cycles et des tendances. Moi, j'essaye quand même de rester sur... j'ai un peu, on va dire, ma thèse d'investissement qui reste un petit peu la même, que je pourrais définir par tout ce qui est un petit peu bizarre, hors cadre et qui ne rentre pas dans les cases. Souvent, ça va être quelque chose qui va m'intéresser. Et donc, je fais pas mal d'échanges de deal flow avec différents fonds parisiens ou d'ailleurs. Et dès qu'ils voient un truc un peu bizarre, en fait, ils vont me l'envoyer. Donc moi, j'ai plutôt tendance à raisonner comme ça, plutôt qu'à d'essayer de suivre les modes, parce que je suis pas quelqu'un qui est toujours à suivre vraiment, à regarder ce qui se passe. Je consomme pas trop toutes les news, les trucs, pas tout le temps. Donc voilà, de temps en temps, je chope des modes comme Internet ou le Bitcoin, mais je les fais pas toutes, quoi. Et parfois, tu fais des paillettes. Et parfois, je fais des paillettes. Voilà, exactement. Là, c'est sûr. Là, c'est. Mais ça, c'est dans l'air du temps, dans le sens où ça apporte une véritable réponse à un problème, on va dire écologique. Voilà, plutôt que de balancer des microplastiques partout, on va utiliser des éléments biodégradables qui viennent, de plantes ou autre. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes en premier quand quelqu'un vient te pitcher son idée? Ce quelqu'un, justement. Ça va être l'entrepreneur ou les entrepreneurs, que ce soit dans qui veut être mon associé, qui a un environnement un peu particulier pour pitcher, ou même dans les cycles plus classiques, surtout quand on parle d'entreprises qui sont un petit peu au début, en early stage, ce qui est plutôt ce que je fais. Je fais assez peu de late stage. Donc, l'entrepreneur, en fait, va être déterminant dans le choix de mon investissement à plusieurs titres. La première question que je vais me poser, c'est est-ce que j'ai envie de passer du temps avec cette personne ou ces personnes, parce que ce sont des aventures qui vont durer des années, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum, on va dire, d'accroche. Après, il faut que je sente que ce sont des gens qui ont la capacité d'écouter, qui sont aussi en même temps résilients, qui répondent bien aux questions, qui ne s'énervent pas. Donc c'est pour ça qu'on essaye parfois de les secouer un petit peu pour voir comment ils réagissent dans une position adverse. Donc il y a beaucoup d'instinct et de feeling, mais c'est vraiment ça ce que je vais regarder en premier. Après, il faut évidemment que le projet en tant que tel me parle, que j'ai envie en fait, et puis que le rapport entre les chiffres, la valo, les machins en fait tiennent un petit peu la route. Mais il y a quand même 2/3 qui est fait dans les personnes que je vais avoir en face de moi. Ouais. Comment faire un bon pitch? Qu'est-ce qui te paraît essentiel et qui peut être presque rédhibitoire? Alors, c'est ce qui me paraît essentiel. Alors, bon, on va parler du pitch formaté, un type qui veut être mon associé, parce que après, il y a 1001 façons de faire un pitch. Mais si on regarde dans le contexte de l'émission, ce qui est important, c'est vraiment de le travailler et de le travailler suffisamment pour que le par cœur ne soit plus du par cœur. Parce que on voit des fois, on a l'impression qu'il récite, et ça c'est très mauvais parce que ça casse tout, il y a zéro émotion. Il faut que le pitch intègre quand même un minimum d'histoire. Le storytelling, c'est important pour moi. Le pitch, surtout là, c'est quand même plus une représentation qu'autre chose, sans non plus aller trop loin dans l'émotion, parce qu'à un moment, c'est pas parce qu'on va avoir une larme, ça aide pas forcément. En tout cas, il faut que ça tombe bien si on va là-dedans. Et surtout, il faut avoir une maîtrise en fait de ces chiffres. Trop souvent, on voit des entrepreneurs qui, quand on leur pose des questions un peu précises sur leur business,
n'ont pas forcément la réponse, alors soit parce qu'ils ne le connaissent pas ou parce qu'ils sont en panique, ils ont oublié, et donc tout revient au travail, la répétition, et donc il y a des entrepreneurs, ils répètent 50, 60, 70 fois, ils modifient tout le temps, et c'est le travail, le travail, le travail. Je veux dire, il n'y a pas de secret, quand on a l'opportunité de passer comme ça devant des investisseurs, mais surtout devant des millions de téléspectateurs, avec tout ce que ça peut impliquer en matière de retombées, on va dire, publicitaires et business, il faut être parfait, et donc il faut travailler. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta vie qui a un peu tout changé et que tu voudrais retransmettre ? Je pense qu'il n'y a vraiment qu'un seul conseil, j'en parlais tout à l'heure, c'est celui de savoir s'entourer. C'est celui que je transmets le plus, puisque c'est celui qui m'a le plus marqué, que ce soit dans trouver des associés, on en parlait, mais aussi dans le choix en fait de ses collaborateurs. Quand on construit une entreprise, on construit avant tout une équipe. Et pour bien s'entourer, il faut aussi donner la confiance à ses collaborateurs. Il faut ne pas les micromanager. Et c'est là où il y a du leadership. En fait, il y a le management et le leadership. Et je pense que c'est important d'avoir un bon leadership pour que les gens, finalement, soient heureux de bosser dans la boîte. Et j'ai toujours essayé de faire attention dans mes entreprises qu'il y ait la meilleure ambiance possible, et ça veut pas dire mettre un baby-foot et je sais pas quoi. Sûr, les clichés. Voilà, mais c'est-à-dire essayer vraiment de les mettre en confiance, qu'ils savent pourquoi ils sont là, quelles sont leurs tâches, que ce soit clair, qu'ils aient vraiment l'impression de construire, qu'il y ait de la transparence dans l'entreprise pour qu'ils connaissent leur impact, qu'ils sachent ce qui se passe, et que finalement ils se sentent investis d'une mission et qu'ils soient heureux, sans aller jusqu'à dire que l'entreprise c'est la famille. Enfin voilà, on va pas non plus aller dans les clichés un petit peu idiots, mais voilà, ça c'est vraiment important. Je pense une entreprise c'est avant tout des relations avec des gens, et si on arrive à faire en sorte que le lieu de travail soit un lieu où on est heureux et que les gens, les salariés ou collaborateurs, peu importe comment on les appelle, se lèvent le matin en étant contents de venir au boulot, là on a fait plus de la moitié du chemin. Et donc voilà, pour moi ça c'est vraiment des conseils essentiels, à la fois dans la constitution d'un business pour trouver un bon associé, ou ensuite dans son développement pour recruter une équipe et puis la garder engagée. Alors quand tu penses au futur, si on se projette un peu, est-ce que tu as une croyance ou en tout cas quelque chose que tu estimes toi être l'avenir et pour le coup qui n'est pas forcément partagé ou en phase un peu comme ce que tu as pu voir avec le Bitcoin quand tu es arrivé avec la maison du Bitcoin? Est-ce que si on devait se projeter, il y a quelque chose comme ça qui te viendrait? Alors, il me semble essentiel qu'il y a une grande partie des métiers qui vont évoluer, revenir vers l'industrialisation locale. Mais bon, ça, je pense que tout le monde en est aussi un peu persuadé, donc c'est pas à contre-courant. Et moi, je m'intéresse beaucoup donc aux entreprises qui veulent industrialiser, qui veulent fabriquer, etc. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit fait au niveau local, parce que c'est important de pouvoir avoir la maîtrise en fait de sa chaîne. De sa chaîne. Mais bon, voilà, ça a rien de, on va dire, de contrariant en approche. Après, non, je pense que si j'avais trouvé un autre secteur ou une autre idée où tout le monde pense que c'est nul et que moi je trouve que c'est super, je serais déjà en train de bosser dessus. Donc, ça peut pas forcément être une idée, ça peut être une tendance. Ça peut être tendance que tout le monde revienne par exemple au métier manuel et à la manufacture et pour faire un contre-pied à l'intelligence artificielle et à beaucoup de métiers et fonctions qui risquent d'être digitalisés et automatisés par exemple. Moi je pense pas que l'intelligence artificielle finalement va faire en sorte que plus personne n'aura du boulot, parce que l'intelligence artificielle pour moi a pas mal de limites et pourra pas tout faire, et on devrait dans tous les cas avoir énormément de métiers même si c'est plus technologique qu'avant, donc je vois pas en fait un futur dystopique par rapport à ça. Mais non, j'arrive pas à trouver encore une fois, je pense que si j'avais trouvé cette tendance, je serais dessus, quoi. Parce que c'est en général, si je vois quelque chose comme ça, je pourrais pas résister, je pense. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es le plus fier, finalement, dans toute ta carrière ? Oui, et ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu réinstaller à Vierzon une usine, puisque Ledger possède le Ledgerplex, et on fabrique tous les devices Ledger. On en a vendu plus de 6 millions dans le monde entier. On les expédie depuis Vierzon. Tout est centralisé à Vierzon. Donc le fait d'avoir pu créer au niveau local, finalement, d'avoir pu implanter Ledger là-bas et d'avoir permis de faire rayonner la région, c'est une grande fierté, parce que je pense que ça aura un impact en fait sur la ville à long terme, puisque après Ledger est venu AlgoSup, l'école.
Là, on ouvre le B-Cube Village by CA, qui est un incubateur de start-up. Il y a des start-up qui arrivent, il se passe plein de choses. Ça peut modifier le destin d'une ville. Et ça, j'en suis fier, puisque du côté de mon père, si on remonte à mon arrière-grand-père, on avait une usine de porcelaine qui a été transmise de père en fils, et dans les années 80, ça a périclité, ça s'est arrêté. Il y a eu la désindustrialisation de la ville, et il y a eu vraiment 20-30 ans très très difficiles. Moi, j'étais parti, j'ai fait mon enfance là-bas, j'étais parti pour plus revenir, et le destin m'y a ramené, le fait que je puisse, comme ça, reconstruire un petit peu une industrie à nouveau, à raisonner avec mon origine familiale, et ça, c'est une histoire que j'aime bien, et qui me rend fier. Alors en 2024, ça sera une année un peu symbolique, on va dire, charnière dans ta vie, de par ton âge, on va dire. Ouais, pourquoi? Parce que j'aurai 50 ans, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, non, j'aurai 50 ans le 30 septembre 2023. 2023, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est cette année. C'est cette année, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore faites dans le business ou autre, et vers laquelle tu aimerais te tourner? Alors non pas que c'est parce que tu as 50 ans que ça doit changer, mais on va dire que voilà, pour se projeter un peu vers l'avenir. Pour l'instant, j'ai cofondé qu'une licorne. Ouais. J'aimerais bien en mettre une deuxième. Mon ambition sur les 10 ans qui viennent, je ne sais pas si ça va être de reconstruire une entreprise, parce que je ne suis pas sûr d'avoir l'énergie. Et je vais dire ça jusqu'au moment où l'idée va me tomber dessus et que je ne pourrai pas faire autrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre. J'ai une slow life. J'habite à la campagne, dans la forêt. Je gère mes affaires tranquillement. Je profite de ma famille. Donc, je suis très bien. L'ambition pour les 10 prochaines années, c'est vraiment de réussir à faire émerger pas mal des boîtes dans lesquelles j'ai investi, de les faire développer et de voir tous ces entrepreneurs finalement aussi se développer, et puis surtout prendre ma place. Qu'un jour, voilà, on n'ait plus besoin d'Éric Larchevêque et qu'il y en ait 10 autres, et de continuer en fait à faire développer l'entrepreneuriat, et que la France continue de se développer économiquement à ce niveau-là. Je pense que c'est ça qui est important à la fin, en tout cas, et c'est là où j'essaye de faire mon effort, en tout cas. Ouais. Donc plutôt consolider et continuer à développer tes projets actuels plutôt que de repartir. Ouais, parce que je pense que c'est tellement difficile quand je revois, en fait, quand je pense à la somme des efforts que j'ai dû avoir, et ensuite tous les coups du sort, des fois des coups de chance, des opportunités, enfin ça tient à tellement peu de choses que en fait j'ai même pas envie de le revivre. On parlait au début, est-ce que voilà, si je devais revivre, qu'est-ce que je changerais? Même si c'était beaucoup de bonheur, c'était aussi beaucoup d'efforts, et parfois par moments même de souffrance. Je pense que je suis très bien là et je suis pas prêt de recommencer, en fait, pas tout de suite, et donc peut-être jamais. Ouais, bien sûr. Alors, on voit que tu as vraiment adressé tout un tas d'industries et puis de verticales différentes, et que tu as dû sans cesse réapprendre de nouveaux sujets. Comment tu fais quelle est ta méthode pour apprendre au fur et à mesure? C'est juste la curiosité. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment de méthode. C'est quand quelque chose m'intéresse, eh bien, je me donne les moyens de regarder et d'apprendre. C'est tout simple. En fait, c'est toujours pareil. Quand on est motivé et qu'on veut quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Et il suffit de se renseigner. En plus, aujourd'hui, on a toutes les ressources nécessaires pour avoir accès à toutes les informations. Ouais. Donc, monter en compétence sur un domaine ou sur l'autre, ça va. Surtout que j'ai jamais besoin de devenir un expert. J'ai juste besoin de comprendre de quoi on parle pour être suffisamment compétent et avoir des discussions intéressantes. Mais comme c'est pas moi l'homme de l'art, ça va, quoi. Ça reste quand même assez facile. Ouais, mais bon, pour amorcer un projet, il faut être un minimum crédible et puis avoir les compétences minimales requises pour être considéré. Ouais, tout à fait. Mais par exemple, pour la crypto, moi, j'ai beaucoup appris, mais j'ai jamais été un expert en crypto. Voilà, j'ai jamais été un expert en cryptographie, j'ai jamais été un expert, en fait, dans les protocoles blockchain. Je savais suffisamment pour pouvoir en discuter et trouver les bonnes personnes, surtout pour le faire, être capable de voir que c'était les bonnes personnes. Mais on n'est pas toujours être obligé d'être un expert absolu pour lancer un projet si on est capable de s'entourer. Donc ça revient toujours au même point de savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Ouais. Bien sûr. Eric, merci beaucoup. C'était super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux, maintenant que tu es très présent? Voilà, je suis présent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, et j'ai mon site ericlarchevêque.com avec un formulaire de contact si vous voulez me contacter, envoyer votre deck, voilà. Ok, super. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Okay. Bon courage. Eric, merci encore. Merci. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Je suis sûr que ça vous a intéressé. En tout cas, c'était mon cas. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!